Je vous propose maintenant de nous intéresser à la question de l'accès à ces droits sociaux qui sont multiples en France, mais pour lesquels on se rend compte qu'il y a parfois des difficultés d'accès et qui peuvent expliquer justement le maintien d'inégalités. Là encore, il y a une question à se poser. Quel est le sens de la corrélation ou de la causalité? Est-ce que c'est parce que l'accès est insuffisant que la situation reste inégalitaire, ou est-ce que les inégalités ne contribuent-elles pas aussi à réduire cet accès aux dispositifs sociaux? Donc je vous laisse la parole, Elena, pour nous parler de cette notion de non-recours aux droits. Alors moi, je vais effectivement vous parler de difficultés d'accès aux droits. Alors j'espère que je ne serai pas trop pessimiste. J'essaierai de finir sur des notes qui vont nous montrer que effectivement dans notre pays on a quand même mis en place des dispositifs pour tenter de réduire certaines inégalités. On a parlé tout à l'heure des inégalités d'accès aux soins, et merci aussi d'en avoir fini sur ce point dans le premier exposé. Parce que finalement les inégalités d'accès aux soins, c'est peut-être aussi de ça dont on va parler. On avait effectivement dit de ne pas se centrer que sur le cas de la santé, mais on reparlera peut-être quand même de cette question de la couverture maladie universelle complémentaire. C'était judicieux de le préciser, parce que du coup c'est vrai que c'est un dispositif qui a pendant un temps amélioré l'accès financier pour le coup au système de soins, et on voit que c'est un peu moins vrai depuis quelques années, et c'est une vraie interrogation politique dans notre pays. On travaille notamment à l'Observatoire sur cette question des renoncements aux soins. On voit qu'il y a des indicateurs qui augmentent, pas effectivement dans le bon sens. Depuis 2008, on voit que le renoncement aux soins, alors on en reparlera, c'est encore une fois des questions de définition, qu'est-ce qu'on met là-dessous, et ça c'est hyper important, effectivement peut-être d'en discuter. Mais on voit en tout cas qu'on a quand même des populations qui renoncent, qui reportent, qui abandonnent certains soins, et qui de ce fait-là se retrouvent effectivement dans des états de santé qui peuvent être dégradés. Donc on reparlera peut-être de ça, mais je vais du coup repartir un petit peu sur des notions un petit peu plus générales. Je vais vous parler, je sais pas, non, il n'y a peut-être pas le titre de l'intervention, mais le titre c'était le non-recours aux droits sociaux. Alors cette question du non-recours en général, elle intrigue parce qu'on se dit à première vue de quoi on va nous causer. Alors je vais commencer par une définition, mais alors c'est juste pour être un peu heuristique, c'est la découverte finalement du sujet. Donc on va se dire que la question du non-recours, elle va renvoyer à une personne qui va être éligible à un droit et qui ne va pas percevoir ce droit. Donc, question qui interpelle effectivement sur le fait que parfois on est bénéficiaire de droits et parfois on est éligible à certains droits, on rentre dans les conditions d'accès et le droit on ne le perçoit pas. Alors d'emblée, là je dis tout de suite que je ne rentre pas dans les explications tout de suite, donc rajoutons peut-être dans cette définition que le non-recours renvoie à toute personne éligible à une prestation sociale qui, en tout état de cause, ne l'aperçoit pas. Parce que souvent, ce qu'on nous dit, c'est « Ah, vous nous parlez de non-recours, donc vous renvoyez à l'individu la responsabilité d'aller chercher ses droits, de faire valoir son accès aux droits. » Et finalement, c'est une perspective très individualisante, effectivement, de l'accès aux droits. Et puis, c'est aussi une manière de dire, finalement, l'institution n'aurait pas de responsabilité à participer à l'accès aux droits. Donc tout de suite, je ne dis pas du tout qu'on renvoie effectivement la responsabilité de l'accès à des personnes individuellement, mais bien au contraire, si on a parlé aussi en début d'exposé de difficultés d'accès aux droits, c'est que peut-être on s'interroge sur le fait que les institutions, les administrations, les professionnels, les intervenants sociaux ont eux aussi, en tout cas, des responsabilités dans toute cette histoire-là, et qu'il y a peut-être parfois des dysfonctionnements administratifs, des offres qui sont pensées de telle manière qu'elles ne vont pas, à un moment donné, faciliter l'accès des populations à leurs droits. Donc simplement, pour bien se dire qu'on a des explications qui ne sont jamais uniques et qu'on prend ce phénomène de non-recours aux droits dans une perspective dynamique, je pense que c'est important de se dire qu'on va tenter de faire marcher ensemble des explications qu'on pourrait appeler comportementales et des explications plus institutionnelles. Si j'en viens à ça, c'est aussi parce que cette question du non-recours, elle a été importée en France assez tardivement finalement.
elle émerge. Hein. Je pense quand même qu'on peut, on peut quand même s'accorder sur ce point. C'est une question qui a obtenu un peu plus de visibilité, hein, que ce soit du côté des chercheurs. On travaille un peu plus sur le non-recours et les difficultés d'accès au droit. C'est une question qui, politiquement aussi, depuis peu, fait l'objet quand même de débats. Alors avec peut-être quand même tout de suite, Aude en a parlé en introduction, le fait que cette question des personnes qui n'ont pas leurs droits, elle est relativement obscurcie par un discours sur la fraude et des personnes qui surutiliseraient leurs droits. Alors c'est vrai qu'on trouve intéressant, nous, de faire quand même ce parallèle. Souvent, moi j'ai beaucoup travaillé avec l'assurance maladie et la Caisse nationale d'assurance maladie qui nous dit: alors si on tient compte du non-recours actuellement, c'est parce qu'effectivement on fait de la gestion du risque. Et gérer le risque, c'est donner les droits, mais juste les droits. Donc du coup, on voit tout de suite qu'on a les deux volets. Effectivement, il faut que les populations qui ont une potentialité d'accès aient cet accès, mais inversement, il faut aussi qu'on soit en capacité de trouver ceux qui surutiliseraient ou qui feraient de fausses déclarations de ressources pour avoir des droits auxquels, là, pour le coup, ils ne seraient pas éligibles. Mais ce qui est quand même marrant, et j'ai envie de venir un petit peu titiller avec quelques chiffres. On est en train d'écrire un bouquin à l'Observatoire qui va s'appeler « L'envers de la fraude sociale » parce que finalement, on peut dire beaucoup de choses, mais tant qu'on n'a pas un petit peu essayé de quantifier aussi les deux phénomènes, c'est difficile de voir dans quelle mesure ces phénomènes ils sont équivalents ou alors peut-être pas du tout. Si on prend le cas de la couverture maladie universelle complémentaire, si je vais très vite, en 2000 on a mis en application ce dispositif voté en 99 dans notre pays et qui visait effectivement à améliorer l'accès aux soins des populations démunies. Donc c'est ce qu'on appelle une prestation ciblée. Là, on peut parler d'équité, peut-être. Le ciblage, c'est une technique dans la protection sociale qui va faire qu'on va concentrer les moyens sur des populations qui en auraient le plus besoin. Donc on ne donnera pas à tout le monde la même chose, mais on va se dire, là, il y a des difficultés accrues, donc c'est sur ces personnes-là qu'on va agir prioritairement. La couverture maladie universelle, c'est un bon exemple, finalement, de prestations ciblées, minima social, qui délimite une cible d'action et qui va faire en sorte que si on ne rentre pas dans cette cible, on ne peut pas avoir accès à cette prestation. Sur cette prestation-là, du coup, l'assurance maladie a déployé en son sein des outils pour essayer de voir s'il y avait beaucoup de fraudeurs. Parce qu'il y avait effectivement tout un discours, toute une fantasmagorie aussi qui s'était créée sur des comportements qui étaient abusifs en termes de déclaration de ressources qui étaient inexactes, en termes de train de vie, de personnes qui avaient un train de vie qui n'aurait pas été finalement... Comment le dire, parce que la circulaire était un peu trop virulente sur ce point-là, mais en tout cas, un niveau de vie inconciliable avec le bénéfice de cette prestation. En tout cas, certains agents de guichet, notamment dans les caisses primaires, notaient cela. Du coup, l'assurance maladie a déployé des outils pour essayer de cerner ces fraudes et de les quantifier. Alors, si on prend quelques chiffres, en 2000, par exemple, en 2010, les outils mis en place au sein de l'assurance maladie ont permis de détecter 800 fraudes à la CMUC sur tout le territoire. Donc, ça a coûté à peu près 700 000 € à l'assurance maladie. Alors, ça fait cher, et c'est vrai que quand on regarde aussi par rapport à d'autres types de fraudes, on peut aussi relativiser parce que finalement, il y a des fraudes effectivement qui avaient été des fraudes en bande organisée, par exemple en matière de transport, qui avaient coûté, on va dire, 5 fois plus. Du coup, voilà, je vais aller très vite parce que je ne veux pas m'attarder tout de suite, mais ça, on pourra vraiment en débattre parce que je trouve que c'est intéressant. Mais c'était pour vous dire, voilà, on avait détecté avec ces outils à peu près 700 cas de fraude à l'assurance maladie CMU. En termes de non-recours, des personnes qui n'utilisaient pas leurs droits à la couverture maladie universelle complémentaire, on était à peu près sur 20% de la population cible. Sachant que la population cible de la CMU-C dans notre pays, c'est 6 millions de personnes. Quand on a mis en place cette prestation, les services ministériels ont dit, eh bien,
à peu près, si on prend en compte les données de l'INSEE, les données fiscales, on se dit qu'on va toucher à peu près 6 millions de personnes. Et on a 4,5 millions de bénéficiaires effectifs actuellement dans notre pays. Donc si on fait un petit différentiel, ça nous amènerait à des taux de non-recours de personnes qui n'utiliseraient pas leurs droits qui seraient de l'ordre de 15 à 20%. Alors je suis prudente parce que là, on va quand même très vite. Et du coup, ça fait effectivement plus d'1 million de personnes. Avec effectivement, si on reprenait là le fait de ce qu'on ne dépensait pas, on était sur des sommes finalement relativement très élevées. Voilà, alors c'était juste pour faire un petit parallèle, mais on en reparlera. Simplement pour dire, je crois qu'on a aussi une construction de ces phénomènes, une construction chiffrée de ces phénomènes qui est effectivement à discuter. Parce que finalement, quand on a débattu de ces chiffres-là avec l'assurance maladie nous disait « Oui, mais les outils qu'on a construits pour détecter le non-recours détectent trop. Et les outils qu'on a construits pour détecter la fraude détectent pas assez. » Donc, c'était assez drôle finalement de voir qu'on était quand même aussi sur des débats qui portaient sur de la technique, sur des indicateurs. Mais pour moi, c'est important de le signaler parce que quand on quantifie, on a toute une étape de conception, de négociation, de requêtage, de travail sur les systèmes d'information qui fait qu'on quantifie d'une manière particulière. Effectivement, je crois qu'il faut aussi avoir ça en tête. Si on revient un petit peu plus généralement sur le non-recours aux droits sociaux, c'est effectivement un phénomène, une réalité qu'on observe dans notre pays sur différents domaines. On a parlé tout à l'heure du droit au logement opposable, DALO. Alors là, pour le coup, c'est un très très bon exemple de droit qui est sous-utilisé. Alors, on a dit beaucoup de choses, problématique d'information, problématique effectivement d'incompréhension, pas seulement par les bénéficiaires potentiels, mais aussi par les travailleurs sociaux et par ceux qui sont censés effectivement aider à l'accès au logement. On a des intervenants sociaux, des assistantes sociales qui nous disaient « Mais nous, les premières, on a une difficulté à comprendre ce type de prestations qui sont extrêmement complexes. Le recours en matière de DALO, c'est 2 voies différentes et il faut quand même avoir une sacrée compréhension de l'administration et du millefeuille aussi administratif et des acteurs impliqués sur notre territoire dans la politique sociale pour arriver au bout. » Donc du coup, le non-recours, c'est un problème finalement. Je crois quand même qu'on peut utiliser ce terme, même si nous, sociologues, on est un petit peu sensibles avec cette question. Est-ce que c'est un phénomène? Est-ce que c'est une réalité qu'on observe? Ou est-ce que c'est un problème? C'est pas tant à nous, sociologues, de le dire. En tout cas, ce qu'on entend, c'est que ça pose problème à certaines institutions de voir qu'il y a quand même presque pour toutes les prestations sociales qu'on a mis en place dans notre pays, pour tous les minima sociaux, 20% de personnes qui n'utilisent pas leurs droits. Donc la question derrière, c'est la question de l'effectivité. Cette question de l'effectivité, c'est finalement, est-ce que les droits qu'on crée, ils atteignent les personnes pour lesquelles ils ont été créés? On peut avoir un débat sur les droits fondamentaux. Alors, on a parlé ce matin aussi des droits créances. Et cette question du non-recours, effectivement, elle se pose pour cette seconde génération de droits. Les droits créances, c'est les droits A, qu'on a effectivement distingué des droits liberté, les droits de droit liberté, droit de s'exprimer, droit de vote. Le droit créance, c'est un droit à avoir un logement, c'est un droit à avoir une protection en matière de santé, c'est un droit à avoir une aide en matière d'insertion, qu'elle soit sociale ou professionnelle. Donc c'est cette seconde génération de droits qui est montée en puissance, on va dire, à partir des années 1960-70, dans notre pays notamment. Alors il faut bien voir que là, on est sur un débat, à mon avis, un peu plus large, sur quel type de protection sociale on met en place dans nos pays. Si on se pose la question des droits créances et du non-recours, dans notre pays, c'est à partir des années 1980. Pourquoi? Parce que c'est un moment un petit peu de transformation de notre système de protection sociale. Alors il faut voir qu'avant 1980, cette question du non-recours, alors en France, elle n'était absolument pas travaillée. Elle n'existait ni dans les travaux de recherche, ni dans les rapports administratifs. À une exception près, c'était la commission du plan
qui avait la commission inégalité sociale du 7e plan, un peu avant le début des années 80, qui avait dit, effectivement, il serait quand même intéressant qu'on regarde, nous aussi, dans notre pays, si tous les droits qu'on a mis en place, ils sont effectivement utilisés. Parce que finalement, on peut avoir des droits théoriques, mais si les personnes ne s'en saisissent pas, et si ce n'est pas un levier concret de lutte contre la pauvreté, on peut quand même derrière s'interroger effectivement sur des questions d'efficacité ou de pertinence de cette action publique-là. Ces questions, elles nous sont venues de l'étranger. Elles nous sont venues des pays anglo-saxons, hein. Alors ça peut nous paraître relativement logique. C'était notamment dans les années 30 en Grande-Bretagne, un vaste débat entre les travaillistes et les libéraux qui se disaient, voilà, alors en matière de protection sociale, c'est des choix importants, ça va toucher beaucoup de personnes. Comment on fait? Est-ce qu'on universalise un accès ou est-ce qu'on va se cibler sur des populations plus spécifiques, hein? C'est le débat entre l'Allemagne et puis le chancelier Bismarck qui, lui, prenait plutôt un système d'assurance sociale assis sur des cotisations, et puis Lord Beveridge en Angleterre qui disait il faut mettre en place plutôt des filets de sécurité pour des populations effectivement bien ciblées. Donc on avait des débats de ce type-là, et en Grande-Bretagne, il y avait vraiment les travaillistes qui nous disaient ok, on peut se dire qu'on n'universalise pas l'accès, on va mettre en place ces prestations ciblées sur des populations particulières, mais il faudrait mesurer des taux de non-recours. Il faudrait effectivement faire ce ratio. Alors ça, c'est barbare, le ratio, hein, pour le coup, en matière de non-recours, parce que voilà, on a une population potentiellement bénéficiaire, il y a des conditions d'accès à ces droits, on rentre ou on rentre pas dans ces conditions d'accès. Et puis, il y a une population, effectivement, on en a parlé, effectivement bénéficiaire, on fait le ratio des deux, on a un taux de non-recours. Alors la question du taux, elle est quand même, encore une fois, à débattre. La mesure du non-recours, on verra que dans notre pays, quand nous, on vient nous voir à l'Observatoire, c'est la première des choses qu'on nous demande. Il faut chiffrer, il faut quantifier, il faut qu'on sache combien de personnes ça concerne. Alors, ce qui, effectivement, dans une certaine perspective, peut être intéressant, en matière d'action publique, ça a effectivement cette vertu de rendre finalement visibles des populations qui sont relativement invisibles. Parce que, en tout cas dans nos données administratives, on va voir ceux qui viennent, on va voir ceux qui sont venus à un moment donné, mais finalement on a une difficulté avec ceux qui viennent moins ou ceux qui sont venus mais qui ne sont pas revenus plus tard. Donc du coup, gardons en tête peut-être pour après cette question de l'invisibilité du phénomène. En tout cas, dans les pays anglo-saxons, on avait effectivement un débat qui était plutôt gestionnaire avec cette question du non-recours, en se disant voilà, on veut évaluer nos politiques sociales et peut-être que le non-recours, peut-être, ça, c'est un indicateur pour dire nos politiques sociales, elles sont en tout cas effectives. Je ne vais pas m'avancer sur efficace. Simplement, ça c'est pour resituer. Après, les États-Unis ont travaillé dans les années 1960 plutôt sur ces questions-là. Dans les années 60, on est sur un combat pour les droits civiques. Et simplement, on a des travaux d'études qui montrent qu'il y a des minorités, effectivement, qui utilisent moins leurs droits sociaux. Ça ne surprendra personne. Et on a tout un combat pour, effectivement, faire que l'accès soit un petit peu plus égalitaire pour toutes les populations. Avec des questions qui surgissent, qui sont les questions de la stigmatisation. Finalement, quand on cible des prestations sur des populations, est-ce qu'on ne leur colle pas une étiquette sur la tête ? C'est les théories du welfare stigma, c'est Goffman, c'est ce qu'on a appelé en sociologie les théories de l'étiquetage. À partir du moment où on va créer des catégories d'action publique, vous avez des bénéficiaires qui vont effectivement incorporer la catégorie et qui vont se sentir en permanence comme identifiés uniquement à cette catégorie. Ça a été un petit peu ce qui s'est passé dans notre pays progressivement avec les allocataires du RMI. C'est aussi un de ces minima sociaux qui a été mis en place dans les années 80, 88 pour être précise, où progressivement on a vu des populations qui ne voulaient plus demander leurs droits parce qu'elles se sentaient en permanence stigmatisées. Elles avaient l'impression de n'appartenir plus qu'à cette catégorie de RMistes. Alors j'y mets des guillemets parce qu'on préfère nous parler d'allocataires du RMI, effectivement. Comme on parle de CMUistes, on va dire, c'est des bénéficiaires de la CMU, justement
pour ne pas nous-mêmes peut-être alimenter certaines représentations aussi qui vont se déployer. Parce que toute la question des représentations, tout ce qu'on va voir actuellement, notamment des discours médiatiques qui vont faire qu'on va se représenter la catégorie des bénéficiaires de l'assistance d'une manière ou d'une autre, ça va effectivement amener à renforcer peut-être des phénomènes de non-recours. Ce qu'on voit actuellement, par exemple, sur le RSA, le revenu de solidarité active, qui a pris la suite du revenu minimum d'insertion, le RMI, à partir de 2009. Ce revenu de solidarité active, aujourd'hui, il rencontre des taux de non-recours de l'ordre de 30%. Alors on peut se dire, c'est un dispositif jeune, il faut qu'il monte en charge, il y a des problématiques d'information, et là je rejoins le premier intervenant, on en reparlera de cet accès aussi à l'information sur les droits. Quoi qu'il en soit, il y a aussi une question de la représentation de l'assistanat, aussi qu'on va déployer ou pas dans un pays. On peut voir actuellement qu'on va mettre en place plutôt des politiques qui sont des politiques d'activation. On veut activer les comportements, on veut que les personnes soient effectivement dans des dynamiques de responsabilisation, dans des dynamiques d'autonomie, et on voit que sur ce type de prestations, où on va aussi demander de répondre à de plus en plus de conditions, notamment ces conditions comportementales dont il est d'ailleurs difficile de juger, on a des taux de non-recours qui sont plus élevés. Voilà simplement pour revenir aussi sur des exemples un petit peu actuels dans notre pays. Quoi qu'il en soit, ce phénomène du non-recours, on voit bien qu'il a des émergences qui sont diverses, mais que d'un côté, on a posé les questions en termes d'évaluation des politiques sociales, d'un autre, on a parlé aussi de populations qu'on veut ou qu'on ne veut pas stigmatiser, parce que cette question elle est présente. Et puis, progressivement, on a eu des travaux en Europe qui se sont développés là-dessus. On a arrêté de regarder aussi ce phénomène de non-recours comme quelque chose, on le disait en début, de purement individuel et comportemental. Les Néerlandais, on a des chercheurs brillants qui ont fait des travaux sur le non-recours qui nous ont dit « Attention, on a effectivement tout un volet d'explications que pour l'instant on n'a absolument pas été testé, c'est ces fameuses explications plutôt institutionnelles. » Parce que, clairement, on voyait que le non-recours était plus important sur les dispositifs ciblés. Un dispositif ciblé, il est toujours plus complexe d'accès, parce qu'il faut faire la preuve de sa situation, il faut donner tout un tas de justificatifs, et c'est effectivement à ce moment-là qu'il y a un rapport avec une administration qui va être plus prononcé. On va devoir effectivement aller au guichet, on va peut-être devoir retourner au guichet, on va peut-être recevoir son dossier incomplet, et on voit que sur les prestations ciblées, en tout cas, on a des dysfonctionnements qui sont aussi des dysfonctionnements dans la mise en œuvre par les administrations, par les organismes sociaux de ces droits. Du coup, ça, c'est l'apport des Néerlandais de nous dire, attention, pendant longtemps, on a vraiment pensé le non-recours comme un phénomène peut-être de défection d'un consommateur qui serait parfaitement informé et qui, en tout état de connaissance, ne prendrait pas ses droits. Alors que finalement, il y a aussi clairement, et là on y revient, des questions d'inégalité sociale. Quand Aude, en introduction, a dit effectivement les inégalités sociales peuvent être une cause du non-recours, je pense que c'est exact. Et c'est ainsi qu'on a introduit d'ailleurs la question du non-recours en France. Une chercheuse qui s'appelle Antoinette Catrice-Loret, qui est une spécialiste de la sécurité sociale et qui a eu un courage assez important pour la première fois dans les années 80, regarder d'un peu plus près ce phénomène du non-recours en disant effectivement les inégalités d'accès aux droits, les inégalités d'accès aux prestations sociales, aux politiques sociales plus largement, vont aussi être une cause de l'aggravation des inégalités. Donc on voit bien que le rapport, il marche dans les deux sens. Les inégalités d'accès aux droits renforcent les inégalités sociales et les inégalités sociales renforcent elles-mêmes les phénomènes de non-recours. Du coup, il y a bien quand même un lien à parler du non-recours quand on parle de ces questions d'inégalité. Ne serait-ce, on le verra un peu plus tard, aujourd'hui un organisme social qui se saisit de la question du non-recours, il s'en saisit pourquoi ? Il s'en saisit en se disant effectivement on ne peut plus traiter tout le monde de la même manière. Alors, c'est compliqué parce que pendant longtemps, on va prendre une caisse primaire d'assurance maladie. Le principe de base, c'était l'égalité de traitement. On traitait effectivement tout le monde de la même manière. Progressivement,
on s'est rendu compte qu'il y avait des capacités inégales à comprendre les droits, il y avait des capacités inégales à comprendre l'information sur les droits, il y avait des capacités inégales à avoir un réseau social qui pouvait nous aider aussi à aller vers les droits. Là, je rejoins totalement ce qu'on disait dans le premier exposé. Parfois, l'information, elle passe par le bouche à oreille. Et ça, nous, dans nos travaux, en tout cas sur le non-recours, on le met effectivement en exergue de se dire, en tout cas, l'information, c'est un point clé pour accéder à ces droits. Et l'information, elle est donnée peut-être par des organismes sociaux, mais elle est aussi donnée par des personnes dans notre entourage. Donc là, on rejoint la question aussi abordée tout à l'heure de l'isolement social, qui en tout cas, dans nos travaux, ressort comme une variable qui va être fortement explicative des phénomènes de non-recours. Les personnes qui se retrouvent dans des situations d'isolement, alors avec encore la précaution d'usage, il faudrait en reparler, qu'est-ce qu'on entend par isolement, en tout cas, seraient les personnes qui se retrouveraient plus souvent dans des situations de non-recours. Alors on reparlera, parce que je ne pourrais pas prendre tous les exemples précis maintenant, mais dans les questions peut-être que ça viendra sur le tapis. Quoi qu'il en soit, on voit bien que nous, notre intérêt pour le non-recours, il commence dans ces années 80, avec une transformation de notre système de protection sociale. On se rend compte que la sécurité sociale qu'on a mis en place en 1945, elle ne touche pas tout le monde. Il y a des exclus de la sécurité sociale. Pourquoi ? Notamment parce que dans les années 80, on a un chômage qui devient de plus en plus présent dans notre pays. Et on a attaché quand même notre sécurité sociale au travail. Donc la protection, effectivement, on peut élargir, le travailleur, il va protéger aussi sa famille. Mais du coup, quand on ne travaille pas, c'était une question qui se posait de plus en plus dans les années 80. On voyait qu'il y avait des exclus de la protection sociale. Du coup, à ce moment-là, nous, on a fait comme les autres pays. On a réinjecté dans notre système assurantiel, solidaire, universaliste, une dose d'équité. On a ciblé des prestations sur les plus démunis, mais aussi sur ceux qui n'avaient pas la capacité de travailler. 1975, c'est la création de l'allocation adulte handicapé. Un peu plus tard, c'est l'allocation parents isolés, qui a été fusionnée d'ailleurs dans le RSA. En tout cas, on va déterminer des catégories vers lesquelles peut-être qu'il faudrait retourner un peu plus l'attention. Donc on voit déjà bien qu'on avance progressivement vers de l'introduction de l'équité dans ce système qu'on avait effectivement pensé avant toute chose à partir de l'égalité de traitement. Et on a une branche de sécurité sociale dans notre pays qui a tout particulièrement fait pour cette question du non-recours, pour essayer de la faire émerger et de dire c'est un problème qui se pose à notre système de protection sociale, c'est la branche famille. Et c'est notamment la Caisse nationale des allocations familiales. Pourquoi ? Parce que cette branche, c'est elle à qui on va confier la gestion, notamment de l'AAH, notamment de l'allocation parents isolés. Un peu plus tard, c'est elle qui va servir les droits, payer les droits au RMI. Le revenu minimum d'insertion, c'est un tournant dans notre pays, puisque là aussi, on va amener une prestation assistentielle vers une population qui serait valide, qui pourrait travailler. On n'est plus effectivement sur des personnes qui vont être invalides ou handicapées. On va aussi se dire qu'il faut assurer un minimum de subsistance pour les personnes qui ont été mises à côté du marché du travail. Donc on voit bien qu'on est aussi avec tous ces éléments dans un contexte socio-économique qui a changé. On n'est plus dans la période des 30 glorieuses où finalement le système de sécurité sociale fonctionnait pas trop mal. On est un peu après, où on se rend compte aussi qu'on a aussi des complications financières et que c'est pas si évident que ça d'arriver à financer tous les risques qu'on a pris en charge. Donc la Caisse nationale des allocations familiales, elle va tenter des choses, elle va notamment déjà faire des études pour se dire sur le non-recours, c'est sur quel type de prestation. Alors sur les allocations logement, elle s'est rendue compte qu'il y avait près de 20% des populations qui ne venaient pas demander leur allocation logement, alors que, on l'a dit, le budget logement alors était un peu peut-être moindre à l'époque, mais en tout cas, il y avait quand même une question qui se posait. Là, on peut se dire, il y a des personnes qui pourraient bénéficier d'une réduction sur le prix de leur logement et qui ne viennent pas chercher. Il y avait aussi ces questions sur les allocations veuvage, sur les allocations qui aidaient à l'accueil du jeune enfant. En tout cas, voilà. La CNAF a commencé à lancer des travaux, à elle aussi essayer de mesurer, et puis à essayer de faire ce qu'on appelle de la prospection des droits. Alors l'idée, c'était d'aller chercher ceux qui ne venaient pas, ce qui était
pour la branche quand même quelque chose d'extrêmement innovant, parce que finalement une institution sociale, elle se met sous la douche de la demande sociale, on appelle ça comme ça. C'est aux personnes de se porter vers les droits et de faire la démarche d'aller vers un guichet. Là, la CNAF a tenté, avec ses bases de données, de fouiller un petit peu ces données. C'est ce qu'on appelle maintenant du data mining, de la fouille de données. On fait beaucoup ça avec nos systèmes d'information, et c'était hyper innovant en 1980 d'utiliser les systèmes d'information ou les fichiers de gestion administrative de cette manière-là. Alors le problème, c'est que la CNAF, elle a détecté plein de bénéficiaires potentiels de ces droits. Donc du coup, elle s'est dit, comment on va faire derrière? Il va falloir peut-être mettre en place des campagnes d'information. Il va en tout cas falloir repenser aussi peut-être les modalités d'accueil. Il faut bien voir que les années 80, c'est aussi un discours sur la modernisation administrative. Donc la CNAF, si elle se pose ces questions-là, c'est aussi parce qu'elle est dans une démarche de faire autrement, de faire peut-être plus rationnellement aussi de la gestion des droits. Du coup, on se retrouve avec tous ces bénéficiaires potentiels. Et là, le gouvernement... on est aussi dans un moment de rigueur, une politique qui est peut-être plus de ce type-là. Le gouvernement va dire, mettez la pédale sur le frein au niveau de la CNAF. Vous allez déjà continuer à répondre à la demande sociale, essayer de répondre bien, en tout cas de mettre aussi en place une qualité de service envers ceux qui viennent vous voir. Et ceux qui ne viennent pas, on va peut-être pas pour l'instant tout changer au niveau organisationnel pour les prendre en compte, parce que le non-recours, on en reparlera aussi, mais ça implique de sacrés changements organisationnels. Donc du coup, on a eu un temps d'arrêt. Alors après, par contre, quand même, avec une relève des associations, on a tout un mouvement, le collectif Alerte, qui s'est créé en 1985 dans notre pays. C'est Emmaüs, c'est Médecins du Monde, c'est le Secours catholique, c'est au premier rang ATD Quart-Monde, aide à toute détresse, qui nous dit en permanence, attention, on a mis en place des choses dans notre pays, mais on a des inégalités d'accès qui sont permanentes en matière de santé. Dans les années 82, on a mis en place l'aide médicale départementale, ce qui était un petit peu l'ancêtre de la CMU, peut-être en moins égalitaire, là pour le coup, beaucoup plus inégalitaire, on va le dire comme ça. En tout cas, les associations tentaient de rendre visible ce phénomène. Parce que ce qui arrangeait tout le monde, c'était ça aussi, c'était que ce phénomène, finalement, il ne sautait pas aux yeux. C'était peut-être des poches à certains endroits, les difficultés d'accès aux droits, et on l'a bien vu dans l'exposé précédent, c'est pas forcément si facile que ça de regarder, mettre en place des enquêtes pour étudier ce type de phénomène. C'est des enquêtes ad hoc, c'est des processus méthodologiques bien particuliers, c'est travailler différemment avec les bases administratives. En tout cas, ça demande un effort méthodologique permanent. Du coup, on a eu un travail associatif, relayé quand même par quelques ministres des Affaires sociales. On a aussi des personnes qui maintenant sont à la Cour des comptes. En tout cas, on peut identifier quelques hauts fonctionnaires qui ont aussi relayé le discours sur l'accès aux droits, en disant attention, l'accès aux droits, ça peut aussi être un levier de lutte contre la pauvreté, et il faudrait un texte législatif qui nous dise ça. Il faudrait un texte qui nous dise attention, on a des droits fondamentaux dans notre pays, il faudrait inscrire juridiquement dans nos textes cette question d'effectivité. Ce qui va être fait en 1998 avec une loi qui s'appelle la loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, qui nous dit dans son article 1er, l'État garantit l'accès de tous aux droits fondamentaux, mais surtout l'accès effectif de tous aux droits fondamentaux. C'est la première fois effectivement qu'on a cette notion d'effectivité. Donc ce qui veut dire aussi qu'à partir du moment où on parle d'effectivité, il va falloir mettre en place les conditions de cette effectivité. La loi relative à la lutte contre les exclusions, elle marque quand même un tournant dans notre pays, ne serait-ce qu'en matière de santé, parce que du coup, elle va accélérer aussi la mise en place de la couverture maladie universelle, qui sera une des réponses en matière de santé sur ce phénomène-là. Donc on voit bien qu'on a un mouvement associatif, un mouvement administratif dans les années 80 qui va faire en sorte de faire émerger la question de l'accès aux droits. Alors après,
après que ce soit inscrit dans les textes, alors là je rejoins les intervenants de ce matin, finalement est-ce que la question n'est pas insoluble? Parce que du coup on va parler d'accès aux droits, alors on va mettre en place la couverture maladie universelle complémentaire. Ce qu'on voit actuellement, c'est qu'il y a 20% de personnes qui ne recourent pas à leurs droits en matière de protection complémentaire. Du coup, l'assurance maladie dans notre pays, pendant longtemps, a essayé de laisser de côté cette question en disant « Eh oh, on a fait la CMU, c'est quand même une sacrée avancée. » Et ça, je partage ce constat. Ça a été une sacrée avancée parce que ça a permis à beaucoup de personnes auparavant sans complémentaire d'accéder à une complémentaire santé. Sauf que ce qu'on voit progressivement, c'est qu'il y a des personnes qui ont demandé la CMU-C pendant un temps et qui ne la redemandent pas. Pourquoi ? Parce qu'on a eu aussi un phénomène qui est celui des refus de soins. On a vu certains effectivement professionnels de santé ne pas recevoir des bénéficiaires parce qu'ils étaient pris en charge au titre de la CMU-C. Alors c'est compliqué cette question. Elle a été informée par une méthode qu'on appelle le testing, qui n'est pas une méthode extrêmement, en tout cas qui n'est pas scientifiquement reconnue dans notre pays. Effectivement, on a appelé des professionnels de santé en se faisant passer pour des bénéficiaires de la CMU-C. C'est pas nous, parce que nous on n'a pas fait d'enquête de ce genre-là, c'est Médecins du Monde. Et c'est le fonds CMU qui est quand même l'organisme financeur de la couverture maladie universelle, qui a voulu voir quelle était aussi la réalité de ces refus de soins. Donc du coup, ce qu'on voit en tout cas nous dans nos études sur le non-recours, c'est des personnes qui nous disent pendant un temps j'ai bénéficié de la CMU-C et puis on m'a parfois refusé des soins. Donc du coup, j'ai préféré ne pas redemander la CMU-C pour ne pas faire partie de cette catégorie-là et me débrouiller autrement. Donc on voit en tout cas qu'il y a effectivement des histoires peut-être liées à ce qu'on a appelé de la stigmatisation, de la disqualification. En tout cas, nos travaux sur le non-recours montrent bien qu'on a deux explications en matière de couverture universelle. C'est la question de l'information et c'est effectivement la question de la stigmatisation, avec aussi une question, bien entendu, des restes à charge. Les restes à payer. Question qui se pose, alors là peut-être pour revenir, on n'a pas dit tout à l'heure quand on a parlé de la CMU complémentaire, en 2004 on a créé un autre dispositif dans notre pays qui s'appelle l'aide complémentaire santé. On se rendait compte justement qu'il y avait un effet de seuil extrêmement abrupt pour les personnes qui bénéficiaient pas de la CMU-C parce qu'ils avaient peut-être 1 ou 2 euros de trop. Du coup on a dit on va aider ces personnes-là à payer leur contrat complémentaire. Du coup voilà, le fonds CMU donne une petite partie, un petit chèque santé. On a fait de la pub en 2008 au niveau du ministère, on appelait ça un chèque santé. Bon, alors on peut en rigoler, mais simplement ça, pour le coup, l'aide complémentaire santé, c'est un dispositif qui rencontre un taux de non-recours à peu près de 80%. Donc c'est très très peu utilisé et là encore on rencontre la difficulté de l'information. Les personnes nous disaient mais alors on n'a jamais entendu parler de ça. Et les tutelles par exemple des personnes handicapées qui peuvent être bénéficiaires de l'aide complémentaire santé nous disaient même nous tutelles justement on assure aussi une forme de gestion des droits et on n'a jamais eu connaissance de ce type de dispositif. Du coup ça a un tout petit peu alerté la direction de la sécurité sociale qui a dit on peut pas laisser les choses en l'état. Donc c'était assez drôle. Ils ont mis en place tout un tas de campagnes massives d'information. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que donc moi, je travaille à l'Observatoire des non-recours aux droits et services. L'Observatoire, on l'a créé en 2003, justement par rapport à ce constat qu'on manquait de connaissances sur le non-recours et qu'il fallait avant toute chose peut-être comprendre, connaître ce phénomène dans ses différentes dimensions. On a parlé des chiffres, mais la compréhension fine des comportements, ça peut être intéressant à un moment donné où on veut imaginer des leviers pour lutter contre le phénomène. Du coup, à l'Observatoire, on crée des outils pour essayer d'identifier ces personnes, nous pour faire des enquêtes, et puis aussi pour répondre à une demande qui existe de la part des organismes sociaux, de mesurer. Donc sur ce dispositif de la CMU et de l'aide complémentaire santé, on a créé avec l'assurance maladie un outil de requêtage qui permet effectivement de quantifier et de dire c'est telle et telle personne qui sont concernées. Alors nous, on était dans l'expérimentation, on voulait voir dans quelle mesure déjà les fichiers
informatique des administrations pouvait nous aider dans ce travail de détection, parce que je reviens là-dessus, je pense que c'est un chantier énorme. Alors on s'est rendu compte que c'était extrêmement compliqué parce qu'il nous fallait faire du décloisonnement d'informations. On ne pouvait pas travailler juste avec les caisses primaires, il fallait travailler aussi avec les caisses d'allocation familiale, avec les CRAM peut-être aussi sur la vieillesse, qui sont aujourd'hui les CARSAT, mais on ne va pas rentrer dans des débats, mais je préfère quand même être précise. En tout cas, chaque branche de sécurité sociale avait ses propres systèmes d'information, et pour travailler sur l'accès aux droits, il fallait partager l'information dont on disposait. Alors je vous dis pas, on a mis presque 2 ans à construire notre fameux outil, et puis on voulait quand même expérimenter sur d'autres territoires, voir dans quelle mesure on pouvait utiliser ce type d'outils. Et là, la Caisse nationale d'assurance maladie nous a dit merci, c'est bon, on reprend, on généralise. Ils ont fait une circulaire, une lettre réseau en disant à toutes les caisses primaires d'utiliser l'outil pour détecter toutes les personnes qui étaient en non-recours à l'aide complémentaire santé. Pourquoi ? Parce qu'ils voulaient derrière leur envoyer un courrier en leur disant vous avez droit à ça, donc venez vers nous. Alors du coup, un courrier qui était à peu près incompréhensible parce que ça reste aussi une des explications du non-recours, la compréhension du langage administratif. Donc bref, on a vu quand même l'assurance maladie se mobiliser dans une certaine mesure sur cette aide à la complémentaire santé. Sauf que nous, chercheurs, on s'est dit combien il y a de personnes qui répondent à ce type de courrier et qui viennent chercher leurs droits. C'était à peu près 10%. Des 80% qui ne venaient pas chercher, donc c'était tout petit. Donc ce qui nous amenait bien à dire, on peut informer de manière massive, il y a bien une problématique d'accès à l'information, mais c'est pas suffisant. Alors si on regarde de plus près, il faudrait quoi ? Il faudrait expliquer les dispositifs, parce qu'on est sur des dispositifs, j'insiste, extrêmement complexes. L'aide à la complémentaire santé, je crois que tous, on serait bien coincés avec notre chèque santé parce qu'il faut d'abord aller vers la caisse primaire, il faut justifier de ses ressources, après on reçoit un chèque santé, ce chèque santé, il faut aller démarcher les complémentaires santé pour qu'ensuite on nous ouvre un contrat à la complémentaire santé. Attention, on n'a pas droit à tous les contrats, donc il faut aussi savoir à quel contrat on a droit. Voilà pour faire un peu vite, mais ça vous donne une idée du parcours de l'accès aux droits. Donc du coup, on voyait bien que l'accès aux droits, c'était effectivement faire différemment vers certaines populations qui étaient peut-être plus en difficulté pour accéder à leurs droits. Sauf que du coup, ça veut dire quoi ? Alors du coup, on va rajouter des travailleurs sociaux, on va faire travailler différemment à l'accueil, mais ça, c'est des choses pour lesquelles on n'a pas forcément les moyens actuellement. C'est ce qu'on disait ce matin, c'est ajuster au cas par cas. Alors ça, c'est les grands débats des politiques sociales. On est passé de politiques sociales peut-être plus collectives vers des politiques sociales qui individualisent effectivement beaucoup les prestations. Du coup, ça veut dire quoi ? Pour un organisme social, il faudrait tenir compte effectivement de la singularité de chaque parcours. Pour des organismes qui ont toujours fonctionné par une égalité de traitement, c'est quand même un sacré challenge. Et quand on travaille avec les caisses primaires, effectivement, les caisses primaires nous disent, oui, le non-recours, c'est un défi. Alors pour certaines, c'est un défi qu'elles n'ont pas envie de solutionner. Il faut être tout à fait clair avec ça. Certaines caisses nous disent non, mais nous on a d'autres chantiers prioritaires, notamment lutter contre la fraude, et on va investir massivement plutôt sur ce type de chantier. Parce que l'accès aux droits, vous êtes bien gentils, mais tous ces gens qui vont revenir, comment aussi on va gérer l'afflux au guichet ? Est-ce qu'on va arriver à gérer cet afflux ? Donc du coup, il faut aussi toujours avoir en tête, est-ce que c'est sur le court terme, est-ce que c'est sur le long terme ? Peut-être se dire que si on couvre mieux les personnes en matière de complémentaire santé, derrière, c'est des personnes qui renonceront moins et qui auront des pathologies qui seront moins aggravées. Donc est-ce qu'on peut penser aussi de cette manière-là ? Juste pour vous dire que derrière tout ça, il y a clairement déjà la conception de notre système de protection sociale. Est-ce que on va injecter de l'équité partout, et comment on fait pour injecter de l'équité partout ? Alors du coup, ce qu'on voit actuellement, la COG, la Convention d'objectifs et de gestion, mais j'imagine que vous connaissez ça, signée entre la CNAM et l'État, elle met presque dans sa 4e page, l'assurance maladie veut effectivement lutter contre les phénomènes de non-recours, mais on va tenter de construire une catégorie de non-recourants. Donc finalement, c'est assez marrant de voir qu'on va essayer de profiler
les non-recourants, comme on le fait d'ailleurs sur la fraude, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est de la fouille de données. Comment on peut utiliser les données administratives pour construire des profils de vulnérabilité au non-recours? On l'a dit, on voit que sur certaines prestations, les hommes isolés sont plus exposés, que les personnes âgées en matière notamment d'accès à la complémentaire santé sont plus exposées. Donc en tout cas, se dire est-ce qu'on peut créer des cibles nouvelles vers lesquelles intervenir? Donc on ne peut pas individualiser pour chacun. Alors du coup, on va aller vers des offres de services sur des populations particulières. Et là, on voit se mettre en place une offre de services envers les populations qui ne recourent pas à leurs droits. Alors avec toutes les limites de ce type de catégorie, parce que quand on mesure ou quand on identifie, on est quand même sur un moment un peu fixe, on est à un moment T. Donc comment on peut se dire que cette image-là, elle est représentative de phénomènes qui sont en permanence en évolution? C'est toute la complexité actuelle de se dire ces difficultés d'accès aux droits, comment on peut les comprendre de manière collective pour que ça devienne effectivement un levier de lutte contre les inégalités. Parce qu'il faut bien se rendre compte qu'on est sur des questions de volonté, mais on est sur des questions de moyens. On ne peut pas effectivement ajuster dans tous les sens, ne serait-ce que parce qu'on n'aura pas les moyens de le faire. Donc du coup, cette question du non-recours, ce qu'on voit actuellement dans notre pays, c'est qu'effectivement, elle est saisie parce qu'elle nous indique est-ce que notre protection sociale, elle est effective? Est-ce qu'elle touche les bénéficiaires? En France, on se dit le non-recours, ça peut être un indicateur de l'évaluation des politiques publiques de cette manière-là. Ce qu'on voit, un autre discours qui apparaît, c'est de se dire est-ce que le non-recours, c'est pas quelque chose qui peut nous amener à traiter de la pertinence de nos politiques publiques? Parce que finalement, si on voit qu'il y a des personnes qui subissent le non-recours, on voit aussi qu'il y a des personnes qui choisissent d'être en non-recours. C'est pas forcément un événement fortuit pour certains, c'est parfois un choix délibéré de se dire c'est pas parce que l'offre elle est inaccessible, c'est parce que l'offre je la trouve inacceptable, parce qu'elle a des conditions, notamment des conditions de comportement auxquelles je n'ai pas envie de répondre. On retrouve du coup des questions dont on a parlé. À quel moment, dans toutes ces histoires-là, on va tenir compte des envies et dans quelle mesure? C'est assez drôle. Comment on pourrait tenir compte de ça? En tout cas, nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des personnes qui nous disent « Mais attention, moi, je ne suis pas passif par rapport à mes droits. Moi, le non-recours, c'est une critique. C'est une manière de critiquer l'offre publique que je trouve pas pertinente. » Alors, pour le coup, pertinente, encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire? Pas en adéquation avec les besoins. Encore une fois, faudrait-il qu'on soit capable, dans notre pays, de faire émerger les besoins? C'est un vaste débat. Et ça, moi, je rejoins complètement les autres intervenants. On dit en permanence qu'il faut arriver à travailler à partir des besoins sociaux, mais on a une vraie difficulté à regarder. On est assez myope sur cette question des besoins sociaux. Par rapport à l'intervention d'avant, c'est vrai qu'on peut avoir une quantification des inégalités par les revenus, par les niveaux de vie. Par contre, par le bas, en reconstruisant les inégalités, effectivement, à partir notamment des territoires, c'est beaucoup plus compliqué. Donc du coup, il y a derrière cette problématique du non-recours aussi, toutes ces questions. Et c'est vrai qu'on a des institutions qui nous disent nous, si on a envie de faire émerger les comportements de non-recours, ce serait pas pour changer des modalités dans l'accès aux droits, pas pour informer mieux, pas pour faire un peu différemment dans la procédure d'ouverture de droits, mais pour faire levier d'action sur les textes législatifs. En disant, voilà, l'offre a été pensée de cette manière-là, mais le contenu de l'offre, il est peut-être jugé par certains de nos compatriotes comme inacceptable, et peut-être que travailler sur le non-recours, ça peut nous aider à évaluer différemment nos politiques publiques et apporter un regard critique par le bas. J'invite aussi à cette réflexion. L'évaluation, on l'a fait par le haut dans notre pays, par ceux qui décident, par ceux qui mettent en œuvre. On pourrait parler d'une expertise profane, et là on rejoint des questions qui sont totalement actuelles, la place des usagers, finalement dans la représentation, mais peut-être aussi dans la coproduction à un moment donné de cette offre publique. Voilà, je m'arrête là et je vous remercie beaucoup de votre attention.